Bonjour à tous, et je suis très heureux de retrouver ici une partie de l'auditoire qui m'a fait la confiance de suivre les cours de cette année. Ce séminaire sous forme de colloque de fin d'année s'intitule « Prendre la responsabilité au sérieux ». Et son organisation n'aurait pas été possible sans un certain nombre d'institutions que je tiens à remercier en ouvrant nos travaux. Tout d'abord, la Fondation Charles-Léopold Meyer, avec laquelle nous avons noué une coopération avec ma chaire depuis 2 ans. Et les travaux auxquels vous allez assister aujourd'hui sont largement le fruit de cette collaboration. Et je salue tout particulièrement l'engagement de son président honoraire, Pierre Calam, ici présent. Également la Fondation Institut d'études avancées de Nantes, qui a organisé au début de cette semaine une session doctorale réunissant des doctorants et des post-doctorants venus de plusieurs pays européens et africains, dont les travaux concernent les questions de transformation du droit de la responsabilité. Et un certain nombre des intervenants au colloque ont bien voulu faire le voyage de Nantes pour participer à ces discussions avec ces jeunes chercheurs qui ont été extrêmement fructueuses. Je voudrais remercier aussi les membres des réseaux internationalisation du droit, en abrégé ID, qui sont des réseaux qui ont été fondés par Mireille Delmas-Marty, qui a été largement co-organisatrice de ce colloque. Et ces réseaux qu'elle avait créés il y a de nombreuses années permettent à des juristes universitaires et à des hauts magistrats de Chine, du Brésil, des États-Unis et européens de se rencontrer régulièrement sur certains thèmes. Et donc depuis 2 ans, plusieurs rencontres ont été organisées, là encore, pour préparer les travaux d'aujourd'hui. Ce colloque se situe aussi dans un contexte institutionnel particulier, puisque c'est celui de la préparation de la conférence climat qui va se tenir à Paris l'automne prochain. En fait, c'est la première semaine de décembre, et où les États vont se retrouver une nouvelle fois pour parler des problèmes de changement climatique, dans un contexte où l'on peine à voir s'il y a vraiment des percées, des avancées dans les cadres juridiques qui permettraient de faire face à ces risques climatiques. Et il nous a semblé que les juristes pouvaient avoir leur mot à dire face à ces problèmes. Le droit est un petit peu comme la médecine, on essaie d'un côté de comprendre ce qui ne va pas, d'ausculter les détraquements des sociétés, mais on ne peut jamais s'interdire de réfléchir à de possibles remèdes, et j'emploie ici le remède dans son sens de pharmacopée, pas dans le sens plus étroit que le mot a en common law. Et vous le verrez, le colloque effectivement nous essaierons de combiner cette approche analytique, théorique, avec un volet plus prospectif et de propositions qui pourraient être transmises lors de cette conférence climat. Et nous espérons pouvoir sortir un livre issu des travaux de ce colloque. Alors il y a peut-être un peu d'illusion à faire des livres parce que les plus grand monde ne lit de livres, mais on essaiera aussi de faire des mises en ligne d'ici l'automne prochain. Alors je vais juste peut-être faire une petite mise en perspective historique du sujet par rapport à ce qu'est l'objet de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités. En fait, l'État social, dont il est question dans l'intitulé de cette chaire, est né d'un basculement du droit de la responsabilité aux origines. Ce basculement est aux origines de l'État social. Dans le Code civil, la responsabilité, c'est essentiellement une responsabilité pour faute, donc on répond de son fait. Il y avait un certain nombre de dispositions, qui existent toujours d'ailleurs, qui visaient cette responsabilité du fait de certaines choses bien précises ou de certaines personnes bien précises, mais le principe est qu'on répond que de ces fautes. Et donc pour faire face aux risques, on s'en remettait soit à la prévoyance individuelle,
soit à quelque chose qui revient en force, mais sous un autre nom aujourd'hui, ce qu'on appelait le paternalisme. C'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise, animés par la morale ou par la foi, s'engageaient pour protéger leurs ouvriers des principaux risques de l'existence. Et au fond, le garant du paternalisme, c'était Dieu, d'un certain côté. Cette limitation du champ de la responsabilité et la responsabilité pour faute a sauté sous le choc de la seconde révolution industrielle et qui a vu apparaître, de la révolution industrielle, l'histoire est un peu plus longue, qui a vu apparaître donc au premier plan un nouveau type de responsabilité qui est la responsabilité du fait des choses et qui a donné lieu, là aussi on voit qu'il y a de l'invention dans le domaine du droit et qui peut se traduire dans plusieurs régions du monde à la fois, puisque ça a été la généralisation des lois sur les accidents du travail à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Et ce tournant juridique a vu apparaître non seulement la responsabilité du fait des choses, mais aussi des mécanismes de mutualisation des risques ou d'assurance des risques. Et c'est la conjonction de ces deux phénomènes qui a fourni les premiers piliers de l'État social. Et l'État devenant le premier garant de la sécurité sociale, cela a conduit à la disparition progressive des formes paternalistes. Les entreprises se sont trouvées en quelque sorte dispensées d'avoir à se soucier des principaux risques de l'existence de leurs salariés. En revanche, elles ont été soumises à l'obligation de payer des impôts et des cotisations sociales. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on peut dire, post-industriel, oblige à rouvrir ce dossier. Car, d'une part, on assiste à une érosion générale de l'État social, engendrée notamment par la libre circulation qui permet d'opérer sur des marchés en se soustrayant au devoir de solidarité représenté par le fait de payer des impôts et des cotisations. C'est pourquoi je ne cesse de répéter que la première responsabilité sociale des entreprises, c'est de payer leurs impôts. Et d'autre part, deuxième facteur, la révolution technologique et managériale qui conduit à de nouvelles formes d'organisation de l'économie, des relations du travail, notamment au développement de chaînes internationales de production. Ça, c'est un premier facteur de transformation par rapport au monde dans lequel a été conçu l'État social. L'autre, c'est l'apparition de nouveaux risques systémiques, dont certains sont liés à ces effacements des frontières. Et les principaux nouveaux risques systémiques, c'est le risque financier, puisque depuis 1971, il n'y a plus de garant international de la valeur de la monnaie, que les propositions qui avaient été faites par Keynes à la fin de la guerre d'avoir une monnaie de compte commune à l'échelle mondiale n'ont jamais été retenues et qu'on s'est mis à traiter la monnaie comme une marchandise comme une autre à partir de 1971. Donc il n'y a plus de garant de la valeur de la monnaie. On dit qu'elle flotte. Et puis, autre risque systémique, ce sont les risques écologiques qui étaient absents de l'horizon lors de la naissance de l'État social et qui vont croissant, dont le risque climatique, mais le risque climatique n'est que l'un des très nombreux risques liés à la dégradation de ce qu'on appelle les ressources naturelles, mais ce qui est en fait les milieux vitaux dans lesquels nous sommes inscrits. D'où le développement de ce que Beck, dont nous avons déploré la mort au début de cette année, appelait la société du risque. Et cette société du risque vient de ce que les États ne parviennent plus à remplir leur fonction de garant de la responsabilité. Ils ne sont plus en état d'obliger ceux qui prennent des décisions de répondre des décisions qu'ils prennent dans ces différents domaines que sont les questions sociales, environnementales ou monétaires. Et dans ces différents domaines, on assiste à une dissociation de l'exercice du pouvoir et de l'imputation des responsabilités. C'est quelque chose sur lequel Beck mettait l'accent. On tend à faire peser les risques sur ceux qui ne sont pas en état de prendre des décisions et ceux qui décident, eux, échappent largement aux risques. D'où la question générale autour de laquelle tournent nos travaux, c'est comment peut-on reconnecter le pouvoir et la responsabilité pour éviter ce transfert des risques sur les plus faibles. Alors, l'approche qui a été retenue pour l'organisation du colloque a consisté à
s'intéresser spécifiquement à ce que Karl Polanyi appelle les marchandises fictives. Alors je rappelle d'un mot, c'est une considération qui me paraît extrêmement importante que fait Polanyi, qui dit au fond la spécificité du capitalisme par rapport à l'histoire très longue des marchés, c'est de traiter comme des marchandises trois choses qui ne sont pas les produits de l'activité humaine, qui sont la nature, le monde dans lequel nous nous inscrivons, les êtres humains et leur force de travail, ce ne sont pas des produits, ça ne sort pas d'une usine, et en dernier lieu, la monnaie qui est le symbole de la confiance dans une société donnée et qui n'est pas non plus réductible à une marchandise en dépit des illusions répandues depuis une vingtaine d'années. Donc, que se passe-t-il ? C'est un risque technologique mineur, mais ce serait bien si on pouvait nous ramener au calme ici à ces lieux. Donc, nous nous sommes concentrés pour l'organisation du colloque sur les problèmes de responsabilité concernant ces trois dimensions de la vie humaine qui ne sont réductibles à des marchandises que par le biais de fictions juridiques. C'est seulement parce qu'on va faire comme si le travail était une marchandise qu'on va pouvoir avoir un marché du travail. Mais c'est une fiction, le travail n'est pas séparable de ceux qui travaillent. De même, on va faire comme si la terre, les ressources naturelles, se trouvaient être des marchandises en circulation sur un marché, ce qui est faux. Et ces fictions où on va faire comme si la monnaie était une marchandise, ces fictions ne sont tenables que moyennant normalement un droit social, un droit de l'environnement et un droit monétaire. Alors, ce sont ces droits qu'on s'est employés à déréglementer massivement, et il était prévisible que là où on avait le plus déréglementé, c'est là que viendrait la première catastrophe, qui a été la catastrophe monétaire de 2008. Donc, je souhaiterais vraiment qu'on trouve une solution pour ces problèmes de bruit. Est-ce que... Oui, je suis désolé, hein. Je me sens responsable. C'est à ça qu'on reconnaît le sentiment d'appartenance nationale, c'est quand vos dirigeants sont capables de vous faire honte. Et on pourrait dire la même chose dans une institution. Je me sens responsable de ce bruit. C'est pour préparer de passer la parole, Jean-Noël, sur qu'est-ce que c'est, je suis responsable de... Comment ? Les travaux. Si ce sont les travaux, Jean-Noël Robert essaie de me convaincre que le recours à la notion de travailleur pourrait apaiser mon inquiétude sur le bruit. Mais bon, je continue. Tant que c'est moi, ça ne me dérange pas trop, mais vous, ça vous dérange peut-être. Et puis, je ne voudrais pas que mes collègues soient amenés à travailler dans ces conditions. Donc, nous avons décidé de cibler les travaux du colloque sur ces trois domaines, mais en même temps de ne pas cloisonner ces trois domaines. En particulier, il ne serait pas approprié, et c'est un des dangers de la façon dont aujourd'hui sont engagées les négociations sur le climat, de les considérer isolément, alors que nous sommes dans un système où tout est lié, fait de structures. Donc, nous nous ciblons sur ces trois domaines, mais en essayant de ne pas les cloisonner. D'où l'organisation du colloque en 4 temps. Le premier temps va consister à se demander, au fond, de quoi parlons-nous quand nous parlons de responsabilité. Alors, c'est une démarche que, il me semble, il faut avoir systématiquement, en tant que juristes occidentaux, à l'ère de la mondialisation ou globalisation, qui consiste à ne jamais prendre ses propres catégories de pensée pour acquises, pour universelles et intemporelles. Les concepts qui sont manipulés par le droit et qui largement diffusent dans les sciences sociales ont une histoire, ont une signification particulière, et il ne faut pas systématiquement penser qu'on les retrouve à l'identique
dans d'autres civilisations. D'où le thème de la journée de ce matin, qui consiste à se demander, de la matinée, qui consiste à explorer la responsabilité au prisme des civilisations. Ensuite, dans un deuxième temps, nous aurons recours cet après-midi à une approche thématique, c'est-à-dire nous aurons une succession de contributions portant plus spécifiquement sur les problèmes de responsabilité écologique, de responsabilité sociale et sanitaire et de responsabilité financière. Demain matin, nous reprendrons une approche transversale de ces différents domaines en étudiant comment les principaux problèmes qui sont les problèmes communs à ces différentes questions, c'est comment peut-on identifier les responsables, qui peut déclencher l'action responsabilité et qui est juge de la responsabilité. Alors, Luca, que se passe-t-il dans cette maison? C'est l'enfumage, vous voyez, c'est... Dans quel sens, Luca? Très bien. Donc nous sommes dans l'enfumage et on va commencer par une pause. Enfin, je termine quand même la présentation. Nous allons avoir donc demain matin cette approche par grande question. L'un des problèmes de la globalisation, c'est au travers justement d'une notion qu'il est très intéressant à revisiter, la notion de personnalité juridique. La persona, c'est le masque. J'aurai l'occasion d'y revenir, et à bien des égards, la scène internationale est un bal masqué. Et l'un des problèmes pour arriver à imputer la responsabilité est de faire bas les masques, c'est-à-dire de trouver derrière ces masques juridiques les réels détenteurs du pouvoir. La deuxième question, déclencher l'action en responsabilité, est particulièrement importante en matière écologique parce que la nature ne s'exprime pas, elle ne poursuit pas devant les tribunaux. Donc, qui va se faire le porte-parole, le procureur des intérêts écologiques? La question se pose aussi largement, mais enfin elle est plus repérée dans le cas du droit social, du cas du droit monétaire. Et puis la dernière question, c'est qui est juge? Puisque à partir du moment où on peut pratiquer ce qu'on appelle en droit international privé le forum shopping, il n'y a plus un juge indiscutable pour trancher les questions de la règle applicable dans ces différents domaines. Et demain après-midi, nous aurons donc un certain nombre de propositions qui seront discutées, qui sont le résultat des travaux qui ont été conduits au sein des réseaux ID que j'évoquais tout à l'heure, et qui seront discutés au cours de 2 tables rondes. Pour terminer cette présentation, avant une première pause d'enfumage, alors où en sommes-nous, monsieur? 5 minutes. Bon. Je vous signale 2 modifications sur le programme. Nous devions avoir cet après-midi Madame Haiqing Zheng, qui est professeure à Pékin, pour nous parler de la responsabilité sociale vue du point de vue du droit chinois. Et elle n'a pas pu nous rejoindre, elle nous en a prévenu tout à fait il y a un certain temps pour des raisons de santé. Et j'ai demandé à M. Li Xin-He, qui a bien voulu, d'abord qu'il me pardonne la prononciation, je ne maîtrise pas les langatons et surtout pas le chinois, qui est donc chercheur contractuel à l'Université de Paris 1, qui a bien voulu vraiment, au pied levé, je ne sais pas si c'est une expression traduisible en chinois, mais préparer une intervention sur ce thème. Et de même, en fin de seconde journée, la table ronde, la dernière table ronde, nous devions avoir M. Lionel Zinzou, qui est très actif dans le domaine de ce qu'on appelle la finance responsable. Là, il y a eu des malentendus sur l'horaire, et finalement, c'est M. Stéphane Voisin qui viendra parler de ce thème. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté dans ce brouhaha, et je vous propose d'attendre paisiblement
que le calme revienne dans cette salle.